Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est l'heure d'ouvrir les journaux et ce mardi 21 juillet, une même question traverse presque toutes les rédactions. Faut-il arracher les écrans des mains de nos adolescents? La France s'apprête à devenir le premier pays européen à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et c'est la grande affaire du jour. Avec, en toile de fond, un nouveau locataire à Downing Street, une nomination qui fait des étincelles à gauche et des marchés financiers d'un calme olympien face à la guerre au Moyen-Orient. C'est parti. La une du Figaro, d'abord. Réseaux sociaux, la France veut protéger les moins de 15 ans. Le Parlement vote aujourd'hui le texte de compromis instaurant cette fameuse majorité numérique à 15 ans. 7 députés, 7 sénateurs réunis lundi à huis clos se sont mis d'accord. Les plateformes, TikTok, Snapchat, Instagram et consorts, devront vérifier l'âge de leurs utilisateurs et refuser l'accès aux adolescents dès le 1er septembre. Demain, la France sera le premier pays d'Europe à instaurer une majorité numérique pour mieux protéger nos enfants en ligne, se félicite dans le journal la ministre Anne Le Hénauf. Le Figaro, qui consacre aussi son éditorial au sujet, signé Laurence de Charette, et le titre claque Génération sacrifiée. Elle y décrit ces petits d'hommes dont le cerveau et la façon d'être au monde ont été façonnés par des algorithmes addictifs. Un texte imparfait, probablement partiellement inefficace, écrit-elle, mais qui reste une bonne nouvelle, la fin de l'inaction. Dans les mêmes pages, la psychologue clinicienne Sabine Duflot alerte. Les jeunes accros ne sont plus capables de prêter attention à autre chose. 8h30 par jour en moyenne devant le téléphone pour certains adolescents, vous avez bien entendu. Le Parisien, lui, pose la question qui fâche. Les moins de 15 ans seront-ils vraiment privés de réseaux sociaux à la rentrée? Le journal populaire détaille les obstacles techniques. Qui vérifiera l'âge et comment? DocaPost, France Identité, un jeton d'âge anonyme conservé sur le smartphone. Le chantier est immense et la sénatrice Catherine Morin-Desailly tempère dans ses colonnes. Ce n'est pas la révolution, c'est un texte avant tout symbolique. L'Australie, pionnière en la matière, a vu 37% de ses jeunes contourner l'interdiction. Mais comme le glisse le régulateur australien au Figaro, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cap sur Londres maintenant, deuxième grand sujet du jour. Andy Burnham est le nouveau Premier ministre britannique, le 7e depuis le Brexit, et la presse française se penche sur ce travailliste qui a renversé Keir Starmer dans ce que le Figaro appelle un coup d'État sans effusion de sang. Le correspondant du Figaro dresse le portrait de ce roi du Nord, ancien maire du Grand Manchester, fils d'un technicien des télécoms et d'une réceptionniste médicale, supporter d'Everton, plus à gauche que son prédécesseur, qui promet de ramener le Labour résolument du côté des classes populaires. Son programme, décentralisation massive, fin du sans-abrisme, baisse du coût de la vie. Les Échos, eux, s'interrogent dans leur éditorial signé Alexandre Cougny. Royaume-Uni, l'inconnu Burnham. Le quotidien économique rappelle l'équation impossible. Une croissance à 1%, une dette 3 fois plus lourde qu'il y a 20 ans, des marges de manœuvre considérablement réduites. Il a promis un plan sur 10 ans, note Cougny, mais il lui faudra plus que des mots, des actes. Et cette phrase qui résume tout, le Royaume-Uni est un laboratoire intéressant à suivre pour l'électeur français à moins d'un an de notre présidentielle. La présidentielle, justement, elle plane sur la une de Libération. Défenseur des droits, Macron colle une sacrée droite, titre le journal, jeu de mots à l'appui. Le Parlement doit valider cette semaine la nomination de François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains, à la tête de l'institution chargée de défendre les droits de tous. Et l'IB de dérouler le pédigré de l'intéressé, hostile au mariage pour tous en 2013, contre la PMA pour toutes en 2021, opposé à la constitutionnalisation de l'IVG, partisan d'un durcissement migratoire. Un défenseur des droits ne devrait pas dire ça, ironise le journal en page d'intérieur, en listant ses déclarations passées.
Associations et syndicats s'alarment. Une pétition a recueilli 150 000 signatures. Dans son éditorial, Paul Quignot parle d'un mauvais signe. Il est baroque, écrit-il, de soutenir qu'un profil ultra-conservateur est une idée géniale pour mieux défendre des droits. L'Élysée, cité par le journal, défend un sénateur qui a toutes les compétences juridiques pour le job. Ambiance garantie au Parlement ce mardi. Et puisqu'on est chez Libération, le journal revient aussi sur la polémique qui embrase la classe politique depuis samedi. L'interruption à Grenoble du concert de la DJ Barbara Butch par des militants pro-palestiniens à l'appel de la section locale de la France Insoumise. Manuel Bompard dit comprendre les protestations pacifiques, mais la condamnation est quasi unanime ailleurs. Gabriel Attal dénonce une attaque directe contre une artiste empêchée de jouer en plein concert parce que juive. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, se dit révoltée et le CRIF fustige une chasse aux artistes juifs. La ville de Grenoble, précise Libé, va porter plainte. Allez, direction les salles de marché, car c'est la une des Échos, et elle est contre-intuitive. L'étonnant sang-froid des marchés. Malgré la reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis depuis le 7 juillet, les bourses mondiales ne bronchent quasiment pas. Moins 2% pour les grandes valeurs européennes, moins 1% à Wall Street. Les investisseurs regardent ailleurs, vers une saison de résultats d'entreprise qui s'annonce prometteuse. Mais attention, prévient le journal, sous la surface, les marchés obligataires se tendent, le pétrole remonte, un baril attendu à plus de 80 $ en décembre, 30% de hausse sur un an. Et cette mise en garde d'un gérant, Nicolas Biquel, en page finance. Un déraillement des taux longs peut arriver très vite. Première victime collatérale du conflit, relevée par le Figaro, Ryanair, dont les bénéfices trimestriels chutent de 34%, plombés par l'envolée du kérosène et le quasi-blocage du détroit d'Ormuz. Dans les pages économiques toujours, 2 dossiers à retenir. Les Échos révèlent que Bercy a dans le viseur l'avantage fiscal des parents d'apprentis et que les députés de la mission d'enquête sur l'imposition des plus riches prônent une approche pragmatique, pas de nouvelle ISF, pas de taxe Zuckman, mais assécher les assiettes taxables des plus aisés. Et côté Figaro, la loi d'urgence agricole, à nouveau sous tension à l'Assemblée. Faut-il réautoriser 2 pesticides interdits depuis 2018, dont l'acétamipride, ce puissant insecticide tueur d'abeilles? Une loi criminelle pour nos enfants, tonne l'insoumise Aurélie Trouvé. Du plomb, il y en a ras-le-bol, s'agace même une élue de la majorité. Le vote, là aussi, c'est aujourd'hui. Le volet tech maintenant, et il y a du lourd. Le Figaro nous raconte les dessous d'un divorce. Apple a porté plainte contre OpenAI, accusé d'avoir organisé un vol de secrets industriels. Une plainte explosive de 41 pages que le journal a consultée. Plus de 400 anciens salariés d'Apple travaillent aujourd'hui chez le créateur de ChatGPT et certains auraient emporté dans leur bagage des documents très confidentiels. Riposte d'OpenAI, cette plainte est sans fondement. En miroir, les Échos racontent comment les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle chinoise, les modèles Kimi ou GLM, 10 fois moins chers que leurs rivaux américains, irritent la Silicon Valley, accusée de se faire copier par ceux-là même qu'elle accusait de piller le web. L'arroseur arrosé, version algorithmique. Un mot de sport, car la planète foot referme la parenthèse du mondial. L'Espagne est championne du monde. Et Libération nous offre un reportage dans un Madrid en liesse. Une journée de joie pour la Roja. Les Échos, eux, calculent. Audience historique, mais coût élevé pour M6, avec plus de 20 millions de téléspectateurs pour la demi-finale perdue des Bleus. Et le Parisien lance déjà le rêve d'après. Et si la France accueillait la Coupe du Monde 2038, 40 ans après le sacre de 98, avec une candidature commune franco-allemande? Le dossier est sur la table du ministère des Sports.
Et puis on termine comme toujours par la culture, et c'est la belle une du Parisien, la révolution du Louvre. Le journal publie une interview exclusive de Christophe Leribaud, le nouveau président du musée, 9 mois après le casse spectaculaire des joyaux de la couronne. Il annonce la réouverture dès demain de la galerie d'Apollon, cambriolée en octobre, et confirme un chantier titanesque. 1 milliard d'euros sur 15 ans, 2 nouvelles entrées, une chambre forte pour les bijoux rescapés et une Joconde déplacée dans une salle conçue pour elle. Le Louvre, c'est aussi une cause nationale, plaide-t-il, lui qui doit trouver 360 millions d'euros de mécénat en 1 an. Dans le même journal, les dernières révélations rocambolesques de l'enquête. Les 2 cambrioleurs de la galerie d'Apollon jurent désormais avoir obéi à un mystérieux donneur d'ordre dont ils refusent de livrer le nom. Les bijoux, eux, restent introuvables. Enfin, 2 pépites estivales à ne pas manquer. Dans Libération, le premier épisode d'une série savoureuse sur les grandes détestations du rap français, Booba contre Caris. Et dans Les Échos, une enquête qui fera parler dans les chaumières, La flemme d'Angèle, ou comment la chanson de la star belge est devenue l'hymne générationnel qui défie le logiciel de Macron. La centralité du travail a disparu, y constate le politologue Jérôme Fourquet. À méditer un 21 juillet entre 2 transats. Voilà pour ce tour des kiosques. La majorité numérique au Parlement, un roi du Nord à Downing Street, un défenseur des droits contesté, des marchés imperturbables et un Louvre en pleine renaissance. Belle matinée à toutes et à tous, excellente journée et à demain pour une nouvelle revue de presse.